D'accord. Commençons par faire un récapitulatif des choses dont nous avons parlé la dernière fois. Nous discutions des rumeurs selon lesquelles Trump pourrait retarder les tarifs de 90 jours. Et il l'a fait peu de temps après notre discussion. Donc il l'a fait sauf pour la Chine. Les 90 jours concernent tout le monde sauf la Chine. Mais ensuite, même pour la Chine, il a cédé, je dirais, car les produits électroniques en provenance de Chine sont exemptés de tous les tarifs. Cela représente probablement 40 à 50% des importations en provenance de Chine. Donc c'est une grande partie. Peut-on dire maintenant que Trump est un peu à court de cartes? Parce que regardez les deux côtés, n'est-ce pas? Tout d'abord, c'est très clair. Lorsqu'il a introduit les tarifs pour la première fois, c'était 34% pour la Chine, mais c'est en plus des 20% que la Chine avait déjà. Il a également mis 36% sur la Thaïlande, 46% sur le Vietnam et 49% sur le Cambodge, ce qui montre clairement que ces pays sont des canaux pour les produits chinois destinés à d'autres parties du monde, y compris les États-Unis. Il essaie donc de s'opposer à tous ces pays pour bloquer essentiellement tous les produits chinois. Mais ensuite, bien sûr, il n'a bloqué que la Chine, et même cela ne fonctionne pas. Pendant ce temps, la Chine a cessé d'acheter du soja aux États-Unis et a cessé d'acheter du pétrole brut aux États-Unis, ainsi que du bœuf et d'autres produits, se tournant vers d'autres pays. Et la dernière nouvelle est que la Chine a suspendu toutes les commandes de Boeing, ce qui est un coup dur pour Boeing. La seule chose que Trump a maintenant est un tarif de 245% sur la Chine. Et ce n'est même pas sur tous les produits, ce sont des produits sélectionnés. Ils ne nous ont pas dit quels produits, mais ils disent certains produits. Pour moi, Trump n'a plus de carte. Êtes-vous d'accord? Il a complètement épuisé ses cartes. En fait, prenons un peu de recul et réfléchissons à ce que cela signifie. Il s'est plaint de l'excédent commercial chinois avec les États-Unis. Il a maintenant essentiellement levé bon nombre de ses tarifs, ou du moins réduit drastiquement ses tarifs sur les produits électroniques chinois vendus directement depuis la Chine. Il a également, comme vous le dites justement, assoupli les restrictions sur le commerce de divers autres articles transitant par des pays tiers comme le Vietnam. Dans le même temps, la Chine resserre les vis. Elle ne va pas acheter de soja, elle ne va pas acheter de pétrole, elle ne va pas acheter d'avions Boeing, elle ne va pas acheter de moteurs à réaction. C'est vraiment important d'ailleurs, car les moteurs à réaction sont peut-être la technologie clé de l'aviation civile, où les États-Unis ont historiquement eu une avance mondiale remontant aux années 60. Cette avance est sur le point de s'évaporer d'ailleurs, car la Chine et la Russie ont toutes deux des programmes avancés de grands moteurs qui entreront en production assez bientôt. Et cela va probablement porter un coup catastrophique à l'industrie aéronautique américaine. Mais cela, mis à part ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne peuvent pas exporter vers la Chine, tandis que la Chine peut toujours exporter vers les États-Unis. Donc, le déficit commercial va se creuser, il va s'agrandir. Évidemment, ce sera à un niveau inférieur, mais nous avons maintenant une situation où la Chine peut exporter vers les États-Unis parce que ce sont des biens dont les États-Unis ont besoin, et les États-Unis ne peuvent pas exporter vers la Chine. Maintenant, je vais dire autre chose à ce sujet. Quand Trump a commencé tout cela, quand il parlait de ce qu'il allait faire avant l'élection, il semblait qu'il allait poursuivre une politique de tarifs pour protéger l'industrie américaine et renforcer l'industrie américaine. Maintenant, on peut débattre de la sagesse de cela. Je dirais que c'est une approche erronée pour protéger l'industrie américaine ou développer l'industrie américaine, mais cela avait une certaine cohérence. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ce soit par accident ou par conception, il s'est retrouvé dans quelque chose de complètement différent, à savoir une guerre économique avec la Chine.
Une guerre qui ne peut pas gagner et que les États-Unis ne peuvent pas gagner. Et on peut déjà voir que toutes sortes de personnes très anti-chinoises au sein de son gouvernement prennent maintenant le contrôle de la politique parce qu'elles veulent augmenter les tensions avec la Chine. Donc, cela ressemble de moins en moins à une politique économique. Aussi mal avisé soit-il, cela ressemble de plus en plus à une politique géopolitique, une attaque contre la Chine, en fait des sanctions contre la Chine. Vous ne les appelez pas sanctions parce que la Chine n'a rien fait qui mérite des sanctions. Alors vous les appelez des tarifs à la place. Mais vous ciblez la Chine et apparemment ils vont maintenant dans divers pays en Asie et ailleurs en disant « Regardez, nous allons assouplir les tarifs sur vous. Nous ne rétablirons pas les tarifs réciproques que nous avions sur vous auparavant, à condition que vous acceptiez de couper vos liens avec la Chine. » Maintenant, si ce n'est pas de la géopolitique pure et simple et une guerre économique, des sanctions, et si vous voulez, des sanctions secondaires, ou la menace de sanctions secondaires contre d'autres pays, alors je ne sais tout simplement pas ce que c'est. Maintenant, cela ne va pas aider l'industrie américaine. Cela va mettre l'industrie américaine dans une position pire, parce que cela plonge les États-Unis dans une lutte économique géopolitique avec la Chine, dans laquelle la Chine a toutes les cartes fortes. Et vous savez, le dernier point n'est pas celui que vous et moi faisons. Si vous parcourez les médias occidentaux sur cette question, ils sont d'accord avec nous. Ils disent la même chose. La Chine est dans une position bien plus forte pour traverser cela que les États-Unis. La Chine est le colosse manufacturier. Les États-Unis ne le sont pas. La technologie de la Chine se développe. Je peux vous montrer article après article dans les médias britanniques qui sont également très axés sur la Chine, affirmant que tout cela ne fera qu'encourager l'innovation technologique chinoise. La Chine est aussi le créancier. Les États-Unis sont le débiteur. Il n'est jamais très logique pour les débiteurs de se disputer avec leurs créanciers, par définition. Oui, mais comment se fait-il que Trump ne sache pas cela? Je veux dire, oui, les personnes autour de lui sont très bellicistes et forcent maintenant les pays à choisir des camps, n'est-ce pas? Ce qui est absolument une mauvaise idée. Mais néanmoins, voici le problème. Du point de vue de la Chine, vous savez, Victor Gao, qui est un expert en think tank, a fait des déclarations qui sont devenues virales, je pense, dans les médias occidentaux. Il a été clair, il a dit « Nous ne nous soucions plus du marché américain ». Quelqu'un disait « Eh bien, vous allez perdre le marché américain ». Eh bien, il a simplement dit la même chose. Nous ne nous en soucions plus. En attendant, Trump attend toujours l'appel téléphonique. Je veux dire, malgré tout, il attend toujours l'appel téléphonique. Mais qu'attend Trump? Je veux dire, s'il y a une guerre à grande échelle en cours, de quoi y a-t-il à discuter? Déballons cela. Les exportations de la Chine vers les États-Unis représentaient diverses valeurs, mais la plupart des calculs indiquent maintenant que le chiffre consensuel qui commence à être accepté, du moins en Europe, est qu'elle représentait 2,7% du PIB de la Chine. Le PIB de la Chine au premier trimestre de cette année a augmenté de 5,4%. La Chine croît plus rapidement que la part du PIB que représente le marché américain. La croissance chinoise absorbera la perte du marché américain, même si le gouvernement chinois ne prenait pas de mesures sérieuses, ce qu'il fera bien sûr. La Chine n'est pas dépendante des États-Unis pour la haute technologie, la science, la fabrication ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a eu une série de commentaires très intéressants de Tim Cook, le PDG d'Apple. Il dit qu'il est erroné de penser que la Chine ne s'occupe que du bas de gamme de la production. Vous savez, cette croyance qu'ont les gens aux États-Unis que la Chine est encore je vais utiliser l'expression « pays du tiers-monde ».
Les pays du monde entier détestent cette expression, d'ailleurs. Loathe that, by the way, that expression. But in the West, it's still used. The third world. Mais en Occident, on utilise encore le terme pays arriéré du tiers-monde ou pays primitif. Qu'est-ce que J.D. Vance a dit? Les paysans. Pourquoi quelqu'un devrait-il mépriser les paysans? J'en ai aucune idée. Mais mettons tout cela de côté. Je veux dire, vous savez, ce genre d'attitude arrogante. Donc bien sûr, la Chine peut l'absorber. Et lui, monsieur, comment s'appelait-il, monsieur Guang? Oui, il a absolument raison. De plus, il est important de se rappeler, et c'est peut-être une statistique encore plus importante, qu'aujourd'hui, les États-Unis représentent, eh bien, la figure la plus optimiste est de 13% de la demande mondiale. Maintenant, probablement, je vais faire une supposition. Je pense que cela surestime la demande américaine, la place beaucoup trop haut. Pitches it much too high. I think it's below 10%, significantly. Je pense que c'est en dessous de 10%. Bien en dessous de 10%. On m'a dit de manière informelle par certaines personnes qui pensent que c'est plus probablement autour de 6% à 7% du PIB. Donc bien sûr, le marché américain n'est pas aussi important pour la Chine que les gens aux États-Unis eux-mêmes le croient. Maintenant, je pense que c'est le problème. Trump, son équipe et beaucoup trop de personnes aux États-Unis vivent encore dans le monde d'il y a 30 ans. Ils imaginent que les États-Unis représentent 20% à 30% de la demande mondiale. Ils imaginent que les États-Unis sont encore le leader dans les technologies avancées. Ils imaginent que les États-Unis, en d'autres termes, sont bien plus forts par rapport à la Chine qu'ils ne le sont réellement. Et j'ai lu un post sur X. Malheureusement, je l'ai égaré. Je ne peux pas le retrouver maintenant. Unfortunately, I've mislaid it. I can't find it now. But by somebody who knew. Mais par quelqu'un qui connaissait l'actuel secrétaire au Trésor des États-Unis, M. Scott Besson, en 2011. Et il a dit, à cette époque, il avait donné à Scott Besson, il y a 12 ans, un long rapport. Besson travaillait pour un groupe de réflexion important à cette époque. Il a donné à Scott Besson un rapport sur la Chine, l'économie chinoise de cette époque. C'est en 2011, il y a 12 ans. Le rapport disait que c'est un pays qui progresse rapidement. Il devient avancé sur le plan industriel. Il devient avancé sur le plan technologique. Et Besson a rejeté le rapport. Il ne l'a même pas lu. Il a dit « Je refuse d'accepter qu'un pays communiste puisse rivaliser avec les États-Unis de cette manière. » C'est donc l'arrogance à laquelle vous êtes confrontés. Eh bien, je pense qu'un autre aspect de cela est que je ne pense pas que Trump ou les personnes autour de lui comprennent. Même les médias occidentaux ne comprennent pas vraiment cette histoire d'appel téléphonique, n'est-ce pas? Parce que Trump dit constamment « Nous allons conclure un accord. Nous allons conclure un accord. » En attendant, Xi Jinping ne l'a tout simplement pas appelé. Et il ne le fera pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je pense que la Chine veut vraiment changer les règles cette fois-ci. Parce que, dans le passé, chaque fois que les États-Unis voulaient parler à la Chine, au lieu de dire « D'accord, parlons du déséquilibre commercial, parlons de « Pouvez-vous acheter un peu plus de bons du Trésor ?» Les États-Unis ne font pas cela. Ils inventeraient des histoires sur le Xinjiang, sur les droits de l'homme, sur ceci et cela. Ils inventent des histoires et ensuite ils sanctionnent la Chine. Et bien sûr, ils utilisent des tarifs douaniers. Ils trouvent toutes sortes de choses pour humilier la Chine. Et ils utilisent cela comme leur levier de négociation. Au lieu de venir directement en Chine pour discuter des problèmes, ils inventeraient beaucoup d'histoires. Et donc cette fois, je pense que la Chine a été très claire. Nous ne jouons plus à ce jeu. Juste parce que vous avez tout un tas de tarifs douaniers et que vous utilisez cela comme levier de négociation pour nous forcer à venir vous supplier, nous ne le faisons plus. Je ne pense pas que Trump ou les gens autour de lui comprennent cela. Non, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas concevoir cela.
Ils ne peuvent pas imaginer un monde dans lequel un autre pays dicte ses conditions aux États-Unis. C'est au-delà de la conception de Trump, d'autres responsables américains, ou oserais-je le dire, de l'ensemble de la classe politique américaine. Je veux dire, cela n'est jamais arrivé aux États-Unis à aucun moment de leur histoire depuis leur création à la fin du XVIIIe siècle. Alors vous êtes confrontés à cela. Pour que les Américains imaginent que les Chinois vont repousser et dire non, et le penser vraiment. C'est absolument. Mais je suis sûr que vous avez raison d'ailleurs. Je veux dire, je suis sûr que les Chinois veulent faire comprendre aux États-Unis que c'est la position qu'ils exigent cette réévaluation et que si les États-Unis n'acceptent pas cela et ne commencent pas à traiter la Chine comme un égal, au moins comme un égal, alors il n'y a vraiment aucun intérêt pour la Chine à perdre plus de temps avec cette relation. Ce n'est pas comme si les Chinois n'avaient pas fait tout leur possible tout au long, certainement depuis que Xi Jinping est président, mais même avant, en se pliant en quatre, pour essayer d'expliquer les choses aux Américains et pour essayer de parvenir à une sorte de compréhension à long terme avec eux. Vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous lisez tous les comptes rendus de ce que les responsables chinois ont dit aux responsables américains qu'ils rencontrent. Vous voyez cela à maintes reprises. C'est une relation importante. C'est important pour nous, pour la Chine et les États-Unis. C'est important pour la stabilité mondiale. Nous avons toutes les opportunités d'avancer vers une coopération gagnant-gagnant. Mais pour que cela se produise, il doit y avoir un respect mutuel, une compréhension mutuelle, une acceptation de l'égalité entre nos pays, un désir d'éviter les conflits et de travailler pour des solutions constructives lorsqu'il y a des différends. Et les Chinois essayent d'expliquer cela depuis des décennies, et les Américains ne comprennent tout simplement pas. Nous avons eu cela avec Tony Blinken et Jake Sullivan. Ils venaient et ils parlaient encore du Xinjiang, comme vous l'avez justement dit, ou de quoi que ce soit d'autre. Les gens m'en parlent. Je veux dire, vous savez, ils reviennent et disent, eh bien, qu'en est-il de tous ces travailleurs esclaves dans la région du Xinjiang? Chaque fois que ce sujet est abordé, je veux dire, c'est épuisant. Et je pense, comme je l'ai dit, que les Chinois en ont assez. Gardez à l'esprit, juste pour répéter encore quelque chose que je dis depuis plus de 10 ans, c'est que la première loi de la guerre est de ne pas marcher sur Moscou. Ce n'était pas, d'ailleurs, formulé pour la première fois par moi. Cela a été formulé par un général britannique. Mais la partie suivante est formulée pour la première fois par moi. Ne bluffez pas Pékin. La première loi de la diplomatie, ne bluffez pas Pékin, car votre bluff sera toujours appelé. Quiconque a une quelconque connaissance de la Chine, la nation, le peuple, la culture, l'histoire de la Chine, sait qu'il n'y a absolument aucun moyen concevable que les Chinois viennent ramper vers les Américains et mendier un compromis lorsqu'ils ont été la cible de ce type d'attaque. Les Américains ne comprennent tout simplement pas cela. Mais nous y sommes. Oui. Eh bien, pour revenir à ce dont vous parlez, ce n'est pas juste une simple guerre commerciale ou une guerre tarifaire. C'est une véritable guerre économique. L'une des choses dont beaucoup de gens parlent sur les réseaux sociaux chinois, c'est que si cela continue ainsi, la Chine pourrait aller de l'avant et s'unifier avec Taïwan. L'une des raisons qui a empêché la Chine de le faire est qu'elle souhaite toujours maintenir une bonne relation avec les États-Unis, notamment la relation commerciale. Et maintenant, eh bien, si les deux pays se découplent complètement, alors rien ne les retiendra, n'est-ce pas? Donc il se pourrait qu'éventuellement, puisque nous ne faisons plus d'affaires et que c'est vous qui vous êtes découplés de moi, très bien, je vais juste m'unifier avec Taïwan. Alors ne pensez-vous pas que c'est une possibilité maintenant? Absolument.
étant donné que les États-Unis font tout leur possible depuis au moins une décennie pour soutenir les figures et personnalités sécessionnistes à Taïwan même. Et le dernier individu, nous en avons discuté dans le programme précédent, le soi-disant président de Taïwan, a maintenant qualifié la Chine de pays étranger. Je veux dire, étant donné que c'est le cas, étant donné la réalité, étant donné la rhétorique sur Taïwan que nous recevons toujours des États-Unis, étant donné que le soi-disant ministre des Affaires étrangères de Taïwan était ce Joshua Wong, ou quel que soit son nom, ou Joseph Wu, a récemment été aux États-Unis, à Washington, et qu'il a rencontré des hauts responsables là-bas, étant donné les discussions sur le transfert de l'ensemble des forces américaines pour affronter la Chine dans le Pacifique. Eh bien, je veux dire, il arrive un moment où trop c'est trop, et la Chine va être obligée de prendre des mesures. C'est absolument clair. Maintenant, avant que nous fassions ce programme, je vous ai envoyé ce commentaire du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Et je pense que c'est un sentiment largement partagé dans la plupart du monde, en dehors de l'Occident. La bulle occidentale, bien sûr, est différente. Mais en dehors de l'Occident, je pense que les gens comprennent cela complètement. D'une part, vous dites que vous soutenez la politique d'une seule Chine. D'autre part, ce que vous faites vraiment, c'est la subvertir tout le temps. Et cela fait partie du même schéma des États-Unis traitant la Chine, qui n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait qui puisse en aucune manière être considérée comme hostile envers les États-Unis. Elle n'a pris aucune mesure agressive contre les États-Unis. Les navires de guerre chinois ne patrouillent pas dans les mers américaines. La Chine n'installe pas de base près des États-Unis. Elle n'insiste pas sur ce qu'elle appelle des droits de navigation sur, vous savez, l'estuaire du Mississippi, par exemple. Elle ne ressasse pas sans fin le traitement cruel de nombreuses personnes aux États-Unis, vous savez, les Amérindiens ou autres. Elle n'invente pas d'histoire à ce sujet. Maintenant, si vous traitez la Chine comme un ennemi, tôt ou tard, elle le deviendra. Pourquoi vous voudriez faire cela? Je ne peux pas comprendre. Mais c'est ce que les États-Unis ont fait. Et ce qui est si triste à ce sujet, ce qui est si tragique, c'est que si vous remontez dans le temps, disons il y a un siècle, dans les années 1920, vous constaterez qu'à cette époque, les perceptions des États-Unis et de la Chine parmi le peuple chinois étaient en fait très positives. Et était-ce Sun Yat-sen? Je sais que je ne prononce pas son nom correctement, mais Sun Yat-sen avait des opinions très très positives des États-Unis à cette époque, par exemple. Et il n'était pas le seul. La Chine et les États-Unis, amis contre nature. Eh bien, merci de partager avec moi les commentaires de Lavrov sur toute cette situation à Taïwan, sur la façon dont l'Occident a traité Taïwan. Il a tout à fait raison de dire que, d'une part, ils prétendent tous adhérer à la politique d'une seule Chine, mais en même temps, ils traitent Taïwan comme une entité distincte, vendant des armes et signant divers accords économiques et des choses comme ça. Il a tout à fait raison à ce sujet. Sans consulter Pékin. Remarquez qu'il dit cela. Vous acceptez que Taïwan fait partie de la Chine, mais vous ne discuterez d'aucune des choses que vous faites, comme le fait que vous armez cette province de Chine, que vous acceptez comme une province de Chine. Vous ne discuterez pas de cela avec le véritable gouvernement de Chine, le gouvernement que vous reconnaissez comme le gouvernement de Chine. Il a absolument raison. Oui, sans oublier que Reagan a signé l'accord, vous savez, les 3 communiqués, le dernier qu'il a signé, et a promis qu'ils allaient réduire progressivement les ventes d'armes. Donc c'est une promesse faite par un président américain, bien sûr. Personne ne mentionne cela. Vous savez, vous n'entendez jamais un responsable du gouvernement américain parler des 3 communiqués. Mais
ce n'est pas unique à la Chine. Je trouve que les États-Unis font toujours ça, Sharp, n'est-ce pas? Ils prétendent toujours « Oh, l'Ukraine est un pays souverain ». Ils prennent leurs propres décisions. En attendant, ils vendent des armes, donnent toutes sortes de soutien et veulent cette guerre. Je veux dire, jusqu'à l'administration Trump, ils voulaient que la guerre continue. Et bien sûr, le reste de l'Europe fait de même. Aussi, je pense que, pendant le printemps arabe et les révolutions de couleur, ils donnent toujours aux gens l'impression que ces événements sont des actions organiques et spontanées de leurs propres citoyens. Mais en réalité, ce sont leurs ONG partout, comme l'Open Society, qui donnent de l'argent, forment et bien sûr apportent un soutien propagandiste pour déstabiliser un pays après l'autre. Mais à la fin, ils donnent toujours aux gens l'impression, vous savez que nous n'avons rien à voir avec ça. C'est organique. N'est-ce pas? Ils font toujours ça. Les États-Unis font toujours ça. Eh bien, absolument. Je veux dire, ils ont fait cela assez récemment au Bangladesh, lorsqu'il y a eu un énorme soulèvement contre le Premier ministre du Bangladesh, qui est maintenant qualifié de toutes sortes de choses terribles. Et nous avons maintenant toute l'histoire sur la façon dont les États-Unis, comment l'USAID a été impliqué dans l'organisation du renversement du gouvernement du Bangladesh. Et ce qui est si bizarre à ce sujet, c'est qu'il n'y a absolument aucune explication, aucune véritable discussion sur les raisons pour lesquelles ils voudraient même faire cela. Ils l'ont apparemment fait parce qu'ils le pouvaient. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Je veux dire, c'est à quel point ils sont devenus ivres de tout cela. Puis juste dire quelque chose ici. Et c'est quelque chose que je mentionne simplement parce que c'est une perspective russe, que les Chinois seraient peut-être intéressés à connaître. À savoir que lorsque les relations entre la Russie et les États-Unis ont commencé à se détériorer, les Russes, qui avaient déjà de bonnes relations avec la Chine à cette époque, c'est ce que les gens en Russie m'ont dit, que les Chinois leur disaient, « Écoutez, vous ne gérez pas correctement vos relations avec l'Amérique. » Nous réussissons mieux que vous dans ce domaine. Vous devriez écouter ce que nous disons. Et vous savez, nous réussissons mieux à gérer les Américains. Et les Russes ont dit, nous avons tout essayé, très très fort. Nous avons fait toutes les choses que vous nous dites, mais cela n'a pas fonctionné. Et tôt ou tard, ce que vous allez découvrir, c'est que cela ne fonctionnera pas pour vous. Et vous savez, c'est difficile de contester cela. Je me souviens avoir entendu des gens à Moscou me dire exactement cela dès 2011 et surtout au moment de la crise de 2014 concernant l'Ukraine. Je dis ça comme ça. Une chose qui a beaucoup attiré l'attention concernant cette guerre commerciale, c'est que certains politiciens américains sont tellement incompétents, n'est-ce pas? Nous le savons. Mais ce type, Jack Kimball, c'est le député républicain du 54e district de Californie. Il a posté sur son compte Twitter, il a dit « Je suis bien conscient que la Chine a cessé d'importer notre bœuf. Nous ne sommes pas le seul fournisseur de bœuf au monde, mais la Chine n'est pas non plus le seul grand pays. S'ils vont se détourner de nous, nous devrions faire de même et commencer à vendre plus de notre bœuf à l'Inde. Comment? » C'est inestimable. Pourquoi ne pas vendre du porc à l'Arabie Saoudite? Je dis juste que c'est absolument inestimable. Oui, et tout le monde rit de cela. Juste, vous savez, pour vous donner une idée. Et il n'est pas le seul. Je me souviens quand l'Australie a commencé à avoir cette guerre commerciale avec la Chine, et ils avaient du mal à vendre des homards. Et ils ont prétendu qu'ils pouvaient vendre des homards à l'Inde. L'Inde a beaucoup de végétariens. Donc ces gens sont si ignorants, et pourtant,
Ils détiennent tous une sorte de pouvoir. N'est-ce pas une partie du problème? L'incompétence, je trouve. Oui, ils ne sont pas seulement extrêmement puissants, ils sont fondamentalement peu curieux. Si vous parlez de relations commerciales et que vous cherchez des partenaires commerciaux, vous savez, c'est probablement vrai, d'ailleurs, qu'il y a d'autres personnes à qui vous pourriez vendre votre bœuf. Mais, vous savez, avant de commencer à vous vanter et à commenter cela, vous devriez en fait vous asseoir un peu et vous demander, eh bien, qui pourraient être nos partenaires commerciaux potentiels. Ce ne sera pas, d'ailleurs, aussi simple que cette personne le pense, parce que je connais un peu le marché du bœuf. Je veux dire, un pays majeur qui exporte du bœuf, par exemple, est l'Argentine. Donc vous allez commencer à concurrencer l'Argentine dans les exportations de bœuf. Je sais que la Russie est très désireuse de commencer des exportations de bœuf à grande échelle. Les Russes ont progressé très rapidement et en avance dans l'élevage, et cela est devenu une partie importante de leur agriculture qu'ils ont développée. Donc vous savez, nous verrons. Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui vendront du bœuf à la Chine. Il pourrait ne pas être aussi facile pour les Américains de trouver des marchés pour leur bœuf. De plus, il y a un problème, juste pour le dire, concernant la qualité du bœuf américain, que les Américains ne sont peut-être pas particulièrement enclins à entendre. Je dis juste. Honnêtement, la Chine est en fait un marché difficile à remplacer parce que la Chine n'a pas toutes les restrictions. Par exemple, les musulmans ne boivent pas, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, le porc. Beaucoup de pays ne mangent pas de porc, de bœuf ou de crustacés. Je veux dire, les Juifs ne mangent pas de crustacés, etc. La Chine mange de tout. Je veux dire, c'est un énorme marché. En particulier, juste pour le mentionner, les Cantonais en particulier mangent à peu près n'importe quoi. Il y a un dicton à Canton selon lequel, à part les chaises et la table, tout ce qui a quatre pattes se mange, n'est-ce pas? Il y a une part de vérité là-dedans. Donc c'est difficile de comprendre le marché chinois, n'est-ce pas? Absolument vrai. Et cela va croître. La Chine développe une classe moyenne. Les gens deviennent plus aisés, ils s'intéressent de plus en plus à d'autres choses. Et je donnerai juste un exemple, qui encore une fois, en tant que personne qui travaillait pour la Chine, est l'industrie du vin français. Je veux dire, je sais à quel point le marché chinois est devenu énorme pour le cognac français. Et en tant que personne dont le meilleur ami est un horloger suisse, je veux dire, un horloger suisse de très haute gamme, je sais quel désastre absolu ce serait pour l'industrie horlogère suisse s'il ne pouvait plus vendre de montres à la Chine. Et comme il me le fait remarquer, la Chine a déjà une très bonne industrie horlogère nationale. Si nous ne pouvons pas exporter, ils peuvent combler notre niche très rapidement, juste pour dire. Oui, la seule chose que le gouvernement chinois essaye de faire maintenant est bien sûr de faire des affaires avec des pays en dehors des États-Unis. Ils veulent développer davantage leur marché. Mais aussi, le marché chinois a encore beaucoup de potentiel. Si vous y réfléchissez, la Chine a 4 fois la population des États-Unis. Donc si la Chine et les États-Unis, en termes de niveau de vie, deviennent de plus en plus égaux, eh bien, en principe, il pourrait y avoir un marché 4 fois plus grand que celui des États-Unis. La Chine pourrait à elle seule avoir cela. Alors, plutôt que de traiter avec ce pays difficile à gérer, pourquoi ne pas passer plus de temps et d'énergie à se concentrer sur son propre marché? Pas nécessairement pour créer un marché 4 fois plus grand que celui des États-Unis, mais au moins pour l'instant, je ne pense pas que les marchés des États-Unis et de la Chine soient même égaux en taille. Ils pourraient donc potentiellement créer un marché à celui des États-Unis, peut-être même 2 marchés américains.
Donc rien que cela peut vous donner une idée de pourquoi la Chine peut se passer des États-Unis. Mais on ne peut pas dire l'inverse, n'est-ce pas? Oui. Absolument vrai. Maintenant, puis-je simplement, en fait, parce que c'est un domaine que je connais bien, ayant étudié l'histoire économique des États-Unis en profondeur. Il y a une différence fondamentale dans l'approche économique entre les entreprises chinoises et les entreprises occidentales, qui est que la Chine, parce qu'elle n'est pas un pays avec des matières premières extrêmement abondantes, a dû se tourner vers l'extérieur et exporter afin de développer des relations commerciales pour pouvoir importer ces matières premières et cette nourriture dont elle a eu besoin pour croître. Alors que les États-Unis, en revanche, ont commencé comme un pays très autosuffisant, donc ils n'avaient pas besoin d'exporter de la même manière. L'une des raisons pour lesquelles la Chine est un exportateur si réussi est en partie à cause de cela. Je veux dire, la nature du développement économique de la Chine l'a poussé vers l'exportation, alors que les entreprises américaines ne sont pas intéressées par l'exportation de la même manière. Par exemple, Trump s'indigne du fait que les Européens et les Asiatiques n'achètent pas de voitures américaines. Ils n'achètent pas de voitures américaines parce que les entreprises automobiles américaines ne pensent jamais au marché d'exportation. Elles sont entièrement orientées vers le marché intérieur américain, qu'elles ne comprennent de toute façon que partiellement. Il y a cette barrière psychologique que les États-Unis doivent franchir s'ils veulent devenir un exportateur réussi. Maintenant, si je puis me permettre, bien sûr, cela est en train de changer. La Chine a établi de solides relations commerciales avec de nombreux pays et n'est plus aussi vulnérable en termes d'importation de nourriture et de matières premières qu'elle ne l'était auparavant. Et bien sûr, elle a également travaillé très dur pour trouver des matières premières et ses ressources au sein de son propre pays. Peu à peu, la Chine est devenue plus résiliente dans ce domaine. Mais le point de départ, comme je l'ai dit, était que la Chine était presque obligée d'être orientée vers l'exportation. Elle était obligée d'être mercantile, d'une manière que les États-Unis ne l'étaient pas. Et c'est un héritage historique de l'industrialisation américaine que les Américains n'ont jamais vraiment abordé ou compris à leur sujet. Maintenant, je veux parler un peu du problème de la dette que les États-Unis ont, car tout est lié, n'est-ce pas? Le marché obligataire est apparemment affecté car les intérêts sur les obligations ont augmenté, ce qui est un gros problème car le 30 juin semble être une date importante. Il y a 147 milliards de dollars dus et les États-Unis doivent maintenant émettre de nouvelles obligations pour payer celles arrivant à échéance. Le taux d'intérêt, c'est pourquoi le taux d'intérêt est un plus potentiel des taux d'intérêt élevés. Et donc, d'après ce que je comprends, c'est en partie la raison pour laquelle Trump a reculé. Car normalement, lorsque le marché boursier baisse, ce qui s'est produit immédiatement après l'annonce de ces tarifs, il ne semble pas s'en soucier beaucoup. Au lieu de cela, lui et sa famille sont occupés à gagner de l'argent, vous savez, en pariant dessus, etc. Il ne semble pas s'en soucier. Mais le taux d'intérêt du marché obligataire devrait normalement baisser parce que les gens déplacent leur argent vers le marché obligataire. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Le taux d'intérêt du marché obligataire a en fait augmenté. Et cela a apparemment causé beaucoup de panique. La raison pour laquelle le taux d'intérêt augmente est que les gens n'achètent pas les obligations et les vendent. Apparemment, c'est le Japon et aussi la Grande-Bretagne et la Chine en a vendu aussi. Alors, les gens perdent-ils confiance dans les bons du Trésor maintenant? Vous trouvez des commentaires à ce sujet dans tous les médias ici en Occident, et je suis sûr qu'ils le sont. Je veux dire,
Pourquoi ne le serait-il pas, pour être franc? La politique économique aux États-Unis est devenue si instable et si imprévisible. Il y a une théorie selon laquelle tout cela était un dispositif élaboré pour essayer de faire chuter le marché boursier afin de forcer le Conseil de la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt pour faciliter le financement de sa dette par les États-Unis. Mais parce que, vous savez, des taux d'intérêt plus bas rendraient finalement sa propre dette plus facile à financer. Mais bien sûr, ce qui s'est passé, comme vous le dites absolument à juste titre, c'est exactement le contraire en raison de la crise de confiance que toutes ces actions ont précipité. Les rendements obligataires ont augmenté et ils entraînent avec eux les taux d'intérêt américains. Au lieu de voir les taux d'intérêt baisser aux États-Unis, ils ont augmenté au cours d'une année où les États-Unis doivent refinancer 9 000 milliards de dollars de dette, une somme énorme. C'est donc un énorme problème. Et probablement qu'ils trouveront un moyen cette année de s'en sortir, car il y a encore suffisamment de confiance résiduelle dans les États-Unis. Je soupçonne qu'une partie de cette dette sera achetée par la Réserve fédérale elle-même. Je veux dire, ils ne diront peut-être pas directement qu'ils reviennent à l'assouplissement quantitatif, car cela pourrait créer une crise de confiance encore plus grande. Mais je soupçonne qu'ils trouveront des moyens de le faire, qui ne seront pas trop publics. Et je soupçonne qu'il y aura des ventes forcées à diverses personnes à travers le monde et aux États-Unis eux-mêmes. Je pense que 9 000 milliards de dollars semble être une somme énorme, mais je soupçonne que les Américains trouveront à peu près un moyen de surmonter cela. Mais ce problème ne cesse de croître, et il arrivera un moment où il ne pourra tout simplement plus être supporté beaucoup plus longtemps. En attendant, si c'était un plan astucieux pour essayer de baisser les taux d'intérêt et aider à surmonter cette dette, cela a déjà échoué, car ce qu'il a fait, c'est créer une crise de confiance sur les marchés. Les gens disent que la politique économique des États-Unis n'est plus prévisible. Nous avons un président qui fait une chose un jour et quelque chose de complètement différent le lendemain. Il semble que les États-Unis se dirigent vers une sorte de conflit à long terme avec la Chine. Et il y a déjà des indices et des discussions selon lesquelles les États-Unis pourraient en fait faire défaut sur le remboursement de leurs obligations. Je veux dire des indices que les marchés perçoivent et qui ont été rapportés dans les médias en Europe. Donc tout cela se rassemble. Et je ne pense pas que nous soyons encore dans une crise à part entière, mais nous avons franchi une autre étape significative dans cette direction. Jeffrey Sachs, qui est un bon ami à moi, je devrais le dire, l'a souligné à de nombreuses reprises. La raison pour laquelle il y a ce gigantesque déficit américain, la raison pour laquelle tant de problèmes s'accumulent aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis ne mettent pas de l'ordre dans leurs finances. Ils ne résolvent pas les problèmes de leur budget. Ils ne contrôlent pas leurs surdépenses chroniques. En fait, Trump aggrave la situation, car il vient de signer une dépense de défense d'1 billion de dollars. Le Congrès refuse d'adopter des réductions de dépenses à quelque niveau que ce soit, et ce pays, qui est accro à l'argent bon marché et à la dette facile, trouve impossible de se défaire de cette addiction. Oui, vous parlez de Jeffrey Sachs. Alors, comment se fait-il que l'équipe de Trump, il a une équipe de conseillers économiques, y compris le trésorier, vous savez, Scott Bessent, et il a quelque chose appelé le Conseil des conseillers économiques, dont le chef est Stephen Merriam. Je veux dire, ces gens ne lui disent-ils pas la situation ici? Oui, il est bon en art et en affaires, mais une affaire est différente d'une politique économique parce qu'une affaire est une transaction immobilière isolée. La politique économique affecte le marché obligataire, le marché pétrolier, le marché boursier.
Cela affecte tout. Je ne pense pas qu'ils comprennent cela. Mais comment se fait-il que ses conseillers ne lui disent pas que c'est compliqué? Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné Stephen Merriam. Je veux dire, avez-vous lu ce qu'il a écrit et publié sur le site de la Maison-Blanche? Il a dit, vous savez, que les États-Unis ont toutes ces bases militaires à travers le monde. Les États-Unis gèrent la monnaie de réserve du dollar. C'est un avantage merveilleux pour le reste du monde. Et donc, il devrait payer les États-Unis. Et il dit en fait à un moment donné qu'une des façons de le faire est d'écrire des chèques et de les envoyer au département du Trésor des États-Unis. En d'autres termes, les États-Unis sont un racket de protection. Je veux dire, c'est essentiellement ce qu'ils exigent. C'est un gigantesque racket de protection. Nous vous offrons une protection et vous devez nous payer pour cet avantage. Je veux dire, c'est un discours de gangster absolu. Et c'est l'homme qui est le principal conseiller économique du président. Cela vous surprend-il que ces personnes se trompent complètement? Vous m'avez demandé la qualité des conseils qu'il reçoit. Eh bien, Dieu sait que je ne voudrais pas de conseils économiques de quelqu'un comme Stephen Merriam. Je veux dire, c'était absolument choquant. Et c'est toujours là sur le site de la Maison-Blanche. J'inviterai vos téléspectateurs à aller sur le site de la Maison-Blanche, à le retrouver et à lire ce qu'il dit. Je veux dire, la partie sur l'écriture de chèques, le transfert de fonds au Trésor américain, juste des transferts directs d'argent, est là. C'est 0,5%. Oui, j'ai parlé de cela avec mes spectateurs. Je veux dire, maintenant je pense que les gens ont cessé d'être choqués parce qu'il y a tellement de choses qui choquent tout le monde. Mais même ainsi, je pense que écrire un chèque directement au Trésor américain est encore assez choquant. Pensez-vous que les présidents américains, pas seulement Trump en général, font trop confiance à Wall Street? Ils utilisent toujours quelqu'un de Wall Street comme trésorier et obtiennent des conseillers économiques. Pensez-vous qu'ils font trop confiance à Wall Street? Ils n'utilisent pas de vrais économistes. Ils n'utilisent pas de vrais économistes et ils n'utilisent pas de vraies personnes du secteur des affaires et de l'industrie américaine. Le seul industriel ayant un lien avec l'administration Trump est Elon Musk. Et remarquez qu'il est critique de la politique. Il n'est pas d'accord avec elle. Donc ils ne l'écoutent pas. Ils écoutent toutes ces personnes comme Stephen Merriam, des gens comme ça. Ils ne prêtent aucune attention à quelqu'un qui fabrique réellement ces choses, comme Elon Musk. Et vous savez, ils ne parlent pas à Tim Cook. Ils ne parlent pas aux véritables représentants de l'industrie américaine qui leur expliqueraient « Écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre un effondrement économique complet, une rupture commerciale avec la Chine. Nous importons tellement de Chine, ce qui entre dans nos propres produits. Apparemment, même les F-35 left with the technique amberfos Chine. Mais vous savez, vous ne parlez pas aux gens qui réfléchissent à ces choses ou qui en savent quelque chose. Vous allez simplement de l'avant et vous les faites. D'ailleurs, cela me rappelle tellement ce qui s'est passé en février 2022, lorsque les États-Unis, l'administration Biden, ont déployé leurs sanctions massives contre la Russie. Encore une fois, ils n'ont pas consulté. Ils n'ont pas parlé aux gens de l'industrie. Ils n'ont pas parlé aux gens de la finance. La Réserve fédérale n'a pas été consultée sur la décision de geler les actifs de la Banque d'État russe. Ils vont simplement de l'avant et font tout. Ils vont simplement de l'avant et font ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils ont un pouvoir absolu et que le monde entier se pliera à leurs désirs. Je veux dire, c'est l'arrogance du pouvoir qui a maintenant évolué en une intoxication absolue.
Donc ce sont ses politiques étrangères et commerciales. Sur le plan intérieur, Trump a également quelques défis au moins. Une chose qui m'intéresse, je veux dire, vous êtes avocat, donc je veux vous poser la question. Il y a un juge fédéral américain, James Boasberg. Il a donné aux responsables de Trump un délai d'1 semaine pour se conformer à son ordonnance du tribunal ou risquer d'être condamné pour outrage au tribunal. Je trouve cela intéressant car il serait sans précédent que le tribunal trouve le président en outrage au tribunal. Maintenant, cela concerne la déportation de 200 personnes vers le Salvador. Le tribunal a dit non, vous ne pouvez pas faire cela, mais ils l'ont quand même fait. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Que va-t-il se passer? Parce que nous sommes en territoire inconnu maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes dans un territoire complètement inconnu. Et ici, je veux dire ceci. Je veux dire, vous savez, j'ai été très critique envers l'administration Trump jusqu'à présent. Je dois dire que je suis également critique ici de certaines des choses que certains juges ont faites, qui, il me semble, vont maintenant bien au-delà de la pratique habituelle. Peut-être est-ce dû à mon propre parcours en matière de révision judiciaire anglaise, qui est peut-être différent de celui des États-Unis. Mais en Angleterre, lorsque les tribunaux examinent la révision judiciaire, ils ne disent pas réellement « Regardez, nous allons prendre la place du gouvernement et décider de ce que le gouvernement devrait ou ne devrait pas faire. » Nous examinons essentiellement uniquement les procédures par lesquelles ces décisions sont prises. Et c'est très limité et très restreint. Cette approche très expansive que certains juges américains adoptent me semble extraordinaire et pousse les limites de manière très dangereuse. Vous pouvez être d'accord avec cette décision de déporter ces personnes au Salvador ou vous pouvez être fortement en désaccord. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose dans lequel les juges devraient être impliqués de manière aussi intime qu'ils le sont. Juste pour dire. Quoi qu'il en soit, mettons cela de côté. Nous nous préparons à un conflit massif entre le président et les tribunaux. Il n'y a aucun doute à ce sujet. À un moment donné, je crois moi-même que Trump et l'administration vont défier ce juge. Ils refuseront de payer cette amende. Il est très difficile de voir ce qu'il peut faire pour faire respecter son ordre. Je dis juste. En fin de compte, cela devra aller à la Cour suprême des États-Unis. Et c'est là que la grande décision sera prise. Parce que si la Cour suprême se range du côté des juges contre le président défiera-t-il alors le jugement de la Cour suprême des États-Unis? À mon avis, c'est à ce moment-là que nous serions vraiment en territoire inconnu. Je dis juste, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Il y a une bataille entre les tribunaux et l'administration. Et je pense qu'ils peuvent défier un ordre comme celui-ci et le porter plus loin en appel, et nous verrons ce qui se passe. Mais s'ils gagnent l'appel, l'affaire ultime à la Cour suprême, ils auront gagné leur point. S'ils perdent, eh bien, Dieu sait, tout ira de travers. C'est ce que je suppose. D'accord. Maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de reportages sur ce qui se passe en Ukraine, mais le dernier que j'ai vu disait que Trump affirme que les discussions avec l'Ukraine pourraient bien se passer, mais qu'il est temps de passer à l'action ou de se taire. Perd-il patience? Oui, il perd patience, parce qu'il est arrivé en pensant que cela allait être facile à résoudre. Et bien sûr, il s'est avéré que ce n'est pas le cas. Il s'attendait à ce que tout le monde se soumette à lui, tout comme il s'attendait à ce que la Chine vienne ramper et demander un allègement des tarifs. D'ailleurs, j'ai eu une discussion à ce sujet. Vous seriez surpris d'entendre. J'ai en fait eu une discussion publique, un débat à ce sujet, il y a environ 2 ans avec Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Et ils disaient tous, vous savez, nous ferons en sorte que les Russes acceptent un cessez-le-feu. Et en échange de cela,
nous proposerons de lever certaines sanctions. Et c'est tout. Cela ne va pas fonctionner. Les Russes ne vont pas échanger cela contre un allègement des sanctions. Et je pouvais sentir qu'ils ne m'écoutaient pas. Ils ne voulaient tout simplement pas y croire. Et je pense que c'est là que Trump s'est retrouvé. Il a découvert que les menaces de nouvelles sanctions contre la Russie ne les intimidaient pas. Et il constate que les offres d'allègement des sanctions ne les persuadent pas. Je pense qu'il est un peu déconcerté par tout cela, et il essaie constamment de faire pression sur les Russes pour conclure cet accord. Il fait cela tout le temps. Nous en discutons avec TikTok. Il dit tout le temps que, vous savez, nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de conclure. L'accord est imminent. Cela se fera dans les prochains jours. Nous allons l'obtenir. Et il n'écoute pas ce que l'autre camp dit. Ou plutôt, il ne veut pas écouter ce que l'autre camp dit. Il pense toujours qu'il est assez fort pour faire passer cela. Maintenant, hier, l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vasily Nebenzia, a dit très clairement, « Écoutez, nous ne sommes pas prêts à faire ce que Trump veut que nous fassions, tant que nos propres préoccupations ne sont pas prises en compte. » Et vous savez, il peut s'énerver à ce sujet. Il peut menacer autant qu'il veut. Mais cela ne va pas changer. Et la même chose avec ce qui se passe à Gaza, n'est-ce pas? La dernière nouvelle est que le Hamas a de nouveau rejeté formellement l'offre de cessez-le-feu d'Israël, qui n'est pas une offre sincère. Nous le savons tous. Il y a donc aussi une impasse là-bas. Trump ne semble pas avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire ensuite, n'est-ce pas? Eh bien, exactement. Et l'Iran aussi. Alors, il envoie Witkoff à Oman. Witkoff a une réunion très productive avec les Iraniens. Ils sont sortis de la réunion. Ils ne se sont pas rencontrés face à face. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman portait les messages de l'un à l'autre. Les Iraniens ont dit, « Écoutez, nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Vous dites que vous ne voulez pas que nous ayons des armes nucléaires. Nous ne voulons pas avoir d'armes nucléaires. Nous sommes absolument prêts pour un accord à ce sujet, mais il doit s'agir d'un accord sur les armes nucléaires. » Nous n'allons pas abandonner nos missiles balistiques, changer toute notre politique étrangère ou démanteler toute notre industrie nucléaire simplement parce que vous le souhaitez. Alors réveillez-vous. Qui est un homme réaliste? Il dit, « Vous savez, je comprends cela. Avançons. » Il semble qu'un accord soit presque là, puis Trump ne l'aime pas parce que cela ne va pas assez loin pour lui. Il fait alors toutes sortes de nouvelles demandes sapant Witkoff, et encore une fois, il pousse tout le temps les Iraniens à donner bien plus qu'ils ne le feront. Ce n'est pas la façon de mener des négociations. Peut-être que cela fonctionne dans le monde de l'immobilier et tout ce genre de l'art de la négociation que Trump connaît. Mais comme nous l'avons discuté de nombreuses fois, cela ne fonctionne pas dans les négociations internationales. Cela ne fonctionne pas contre les Iraniens. Cela n'allait jamais fonctionner contre les Russes. Et pour ce qui est des Chinois, eh bien, oubliez ça. Quelque chose d'intéressant qui a attiré beaucoup d'attention en Chine concerne cette personne, cette femme, Vera Hobhouse, qui est membre du Parlement. Elle s'est récemment vue refuser l'entrée à Hong Kong alors qu'elle rendait visite à son fils et à la famille de son fils. Apparemment, son fils a un fils, donc son petit-fils, je suppose, et la Chine lui a simplement refusé l'entrée. Y a-t-il des réactions en Grande-Bretagne à ce sujet? Oh, oui, bien sûr qu'il y en a. Il y a une colère furieuse, et tout cela. C'est absolument scandaleux. Vous ne pouvez absolument pas faire cela. L'idée que c'est un territoire chinois et que les Chinois ont des droits souverains sur qui entre dans leur propre pays, ce que la Grande-Bretagne reconnaît que Hong Kong est un territoire souverain chinois,
juste pour rappeler aux gens que ce n'est en aucun cas raisonnable ou acceptable. Et la Chine a violé les accords qui ont été conclus entre la Grande-Bretagne et la Chine concernant Hong Kong. Personne n'explique jamais comment d'ailleurs. Mais de toute façon, il paraît que c'est le cas. Et comme je l'ai dit, il y a de la rage, des crises de colère et de la colère et tout ce genre de choses. Mais c'est comme ça. Je veux dire, vous savez, qui s'en soucie? Je suis désolé de le dire. Pourquoi quelqu'un à Pékin devrait-il s'inquiéter de ce que pense la Grande-Bretagne à propos de ces choses? C'est là que je pense, encore une fois, que les Britanniques trouvent très difficile de comprendre qu'étant donné la politique étrangère britannique actuelle, leurs opinions n'ont plus de poids dans de plus en plus d'endroits. Je pense que beaucoup de gens, les internautes et moi y compris, pensent que le gouvernement chinois est trop gentil avec elle. Vous voyez, la raison pour laquelle ils lui ont refusé l'entrée est qu'elle fait partie de l'IPAC, l'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui ne fait que diffamer la Chine. Vous savez, mentir sur la Chine. Les deux fondateurs sont deux Australiens qui ont été sanctionnés par la Chine. Donc je suppose qu'ils se sont mis en colère et ont commencé à construire quelque chose comme ça. Et pourquoi cette femme, Vera Hobhouse, rejoindrait-elle cela? Je ne sais pas. Mais la Chine a sanctionné l'IPAC, mais ils ne l'ont pas sanctionné. S'ils l'avaient sanctionné, son fils ne pourrait pas travailler en Chine. Et donc cette fois, ils lui ont simplement refusé l'entrée, mais son fils travaille évidemment à Hong Kong. Donc, beaucoup d'internautes disent qu'il ne devrait permettre à aucun membre de sa famille de travailler ou de gagner de l'argent en Chine. C'est en fait le sentiment dans les médias chinois. Je ne suis pas surpris. Je ne suis absolument pas surpris. Je veux dire d'ailleurs, vous savez, nous avons une expression en Grande-Bretagne, ce qui est bon pour l'oie est bon pour le jar. En d'autres termes, si vous vous comportez d'une certaine manière, ne soyez pas surpris si les autres se comportent de la même manière envers vous. Dans les médias ici en Grande-Bretagne, on trouve constamment des gens qui cherchent à trouver des Russes qui travaillent ici et qui sont, vous savez, le troisième cousin à 5 degrés de séparation d'un fonctionnaire du gouvernement russe. Et n'est-ce pas scandaleux? Et jetons cette personne dehors. Donc vous savez, je ne suis pas surpris que les gens en Chine ressentent cela. La véritable surprise, c'est que les Britanniques en soient surpris. Mais c'est bien l'attitude que les Britanniques ont. Vous savez, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur la Chine. Ils peuvent être aussi impolis qu'ils le souhaitent, non seulement envers la Chine, mais envers n'importe quel pays du monde qu'ils veulent critiquer. C'est tout à fait normal, mais si l'autre camp réagit, c'est scandaleux. Je veux dire, nous avons discuté de cela avec le soi-disant guerrier loup. Je veux dire, juste quelques diplomates utilisant une pâle imitation du langage à propos de certaines personnes et pays de l'Ouest et des politiques occidentales que l'Occident utilise tous les jours à propos de la Chine. Mais c'est scandaleux. Et concernant cette alliance interparlementaire sur la Chine, je trouve cela intéressant. Donc ce groupe de personnes, il s'appelle interparlementaire, donc ce sont les différents membres parlementaires qui se réunissent. Tout ce qu'ils font, c'est dénigrer la Chine, salir la Chine. Ils n'ont pas d'alliance, par exemple, pour lutter contre la pauvreté, la traite des êtres humains, vous savez, ou le sans-abrisme. Ils ne construisent pas d'alliance pour ces causes. La seule chose à laquelle ils ont pensé pour se réunir, c'est de dénigrer la Chine. N'est-ce pas ridicule? Eh bien, ça vous montre quel est le véritable agenda de ces organisations. Pour moi, le cas vraiment amer est Amnesty International, dont je me souviens autrefois. Quoi que vous ayez pu en penser dans les années 60 et 70, je veux dire, elle se préoccupait vraiment des prisonniers. Vous pourriez dire que certains des prisonniers avec lesquels ils se sont impliqués
n'étaient pas particulièrement sympathiques. Mais ils menaient aussi, d'ailleurs, leur travail de manière très privée à l'époque. C'est maintenant devenu essentiellement un instrument de la politique étrangère occidentale. C'est tout ce que c'est. Oui. Alors, en avançant, Xi Jinping a récemment visité les pays de l'ASEAN, n'est-ce pas? Et il veut clairement améliorer et approfondir la coopération, et certainement certains des produits passeront par ces pays vers les États-Unis, des choses comme ça. Mais il ne semble pas que Xi Jinping va décrocher le téléphone de sitôt. Que va-t-il se passer alors? Y aura-t-il simplement ce genre d'impasse qui continue? Que va-t-il se passer? Eh bien, il y a environ une semaine, je disais essentiellement qu'à un moment donné, les États-Unis devront céder, qu'ils devront parvenir à une sorte d'entente avec la Chine. Je disais que si Trump veut poursuivre sa politique économique protectionniste, alors ce qu'il devrait faire, c'est abaisser les tarifs à 10% pour chaque pays, peut-être avoir des tarifs plus élevés pour protéger certaines industries. Oubliez complètement cette idée absurde de tarifs réciproques, qui, soit dit en passant, était considérée comme une hérésie absolue par les protectionnistes des États-Unis au XIXe siècle. Ils étaient profondément opposés aux tarifs réciproques. Et je peux vous trouver un grand nombre d'extraits, d'articles et de discours de cette époque, dans lesquels ils disaient que les tarifs réciproques sont une terrible idée et qu'ils vous entraîneront dans des conflits politiques, alors que votre objectif est de protéger l'industrie américaine. Donc je disais tout cela il y a une semaine. Pour être honnête, étant donné la façon dont cela est devenu une question géopolitique, les États-Unis contre la Chine, je commence à douter que ce genre de rationalité, ce genre de bon sens, qui dit qu'une politique pourrait être la mauvaise politique, mais c'est une politique qui a une certaine cohérence économique. Je commence à douter que nous y parviendrons. Donc je pense que probablement nous sommes maintenant à ce point de bifurcation où les États-Unis suivent leur chemin vers le bas, la Chine suit son chemin vers le haut et nous commençons à voir de nouvelles relations économiques se développer à travers le monde. Comme vous l'avez justement dit, Xi Jinping était au Vietnam, où il a été très bien accueilli. Il est allé en Malaisie, où il a été très bien accueilli. La Malaisie, je crois, veut maintenant rejoindre les BRICS, ou est déjà membre des BRICS. Le Vietnam, j'en suis sûr, suivra. Ils vont tous se rencontrer à nouveau d'ailleurs. Certainement, le leader du Vietnam et Xi Jinping vont être à Moscou dans quelques semaines. Donc toutes sortes de choses vont se passer et le monde va simplement suivre son cours. Et les États-Unis et tout pays qui veut encore s'en tenir aux États-Unis va aller dans l'autre sens. En tant qu'Européen, je suis très déprimé par cela parce qu'il me semble que ma région, ma partie du monde, se replie dans l'isolement. Voilà. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Juste pour le dire, il y avait, au début des années 1970, une grande série télévisée britannique sur la science appelée The Ascent of Man. C'était à l'époque où nous ne nous préoccupions pas autant du genre. L'ascension de l'homme. Et la personne qui, vous savez, était l'animateur de cela, qui a fait toutes sortes de conférences, était un homme appelé Bronowski, qui était une très très grande personnalité dans le domaine scientifique à cette époque. Il a terminé son dernier programme, c'était au début des années 70, je m'en souvenais depuis lors et je viens de le vérifier aujourd'hui, et il a dit que, en Occident, nous perdons notre courage, nous ne sortons plus, nous ne regardons plus vers l'extérieur. Et il a dit qu'en termes de progrès de l'humanité, ce n'est pas du tout une tragédie. Si l'humanité continue de progresser et que le progrès se fait en Asie, cela n'a vraiment pas d'importance. Mais en tant qu'Européen, ce sera un jour triste pour moi si, par exemple, Shakespeare devient un écrivain provincial.
And I get to say it, I feel something. Je peux le dire. Je ressens quelque chose de similaire moi-même. Je veux dire, en regardant en arrière, Bronowski était clairement un homme très intelligent. Et il était absolument visionnaire dans ce qu'il a dit dans les années 70. C'était au début des années 70. Et je sens que non seulement sa prophétie se réalise, mais pour ma propre région, pour ma propre culture, je me sens très triste à ce sujet. Il me semble que nous commettons les mêmes erreurs que la Chine a faites dans les années 1790. Nous en avons déjà parlé. Lorsque Qianlong a dit, « Vous savez, nous n'avons pas besoin de commercer avec ces pays occidentaux. Nous connaissons tout de la Révolution française et de tout ce qui s'y passe. Et nous allons poursuivre l'autosuffisance, ce que nous pouvons faire. Et nous sommes technologiquement en avance. Et nous sommes plus avancés. Nous permettre de le faire. It's the fall. And we can afford to do that. And we know where that led. And it seems to me that we are doing exactly. Et nous savons où cela a mené. Et il me semble que nous faisons exactement la même chose à nous-mêmes. Et cela me déprime beaucoup. Je veux dire, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas ce que nous nous infligeons et nous fermons nos esprits. On peut le voir tous les jours en Occident, en Europe. Nous avons de l'hystérie à propos de la Russie. Nous avons de l'hystérie à propos de la Chine. Et nous nous replions sur nous-mêmes. Notre culture, qui est déjà en crise, va stagner et notre avance scientifique et technologique que nous avions autrefois est déjà perdue. Nous allons commencer à prendre du retard et l'avenir de l'humanité sera dirigé ailleurs. C'est ce que je ressens. Oui. Eh bien, nous verrons. Je veux dire, ça ne doit pas se passer comme ça, mais oui, je vois tous les côtés. Oui. D'accord. Parlons la semaine prochaine. Je pourrais voir Donald Trump comme Qianlong. Je veux dire, Qianlong, il faut le dire, était un homme plutôt plus cultivé que Donald Trump. Mais de toute façon, on peut voir la même arrogance, le même refus d'aborder les réalités ou de confronter les réalités et les complexités du monde. Et comme je l'ai dit, nous nous dirigeons exactement dans la même direction. Avec moins d'excuses, d'ailleurs. Car il faut dire que la mission McCartney s'est comportée avec une grossièreté extraordinaire lorsqu'elle était en Chine. Mais bon, c'est comme ça. Oui, d'accord. Parlons la semaine prochaine. Et il semble que vous savez, la semaine dernière et aujourd'hui, Trump change d'avis tous les jours. Donc, nous verrons s'il va continuer à faire cela. Je sais. Mais s'il se retire de cela, étant donné la rhétorique et l'hystérie, et ce n'est pas juste de l'hystérie, je veux dire, il y a des gens qui croient vraiment à tout cela, je ne peux m'empêcher de penser que c'est un signe des choses à venir. Quoi qu'il en soit, voilà, je veux dire, j'espère me tromper. Oui, d'accord, j'espère aussi que tu te trompes. D'accord, très bien sur ce point. D'accord, et on se rattrapera la semaine prochaine. Oui, parlons-en. On se rattrapera la semaine prochaine. Passe une bonne. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Thank you so much. Bye.